Imaginez un instant que vous flottez dans l'obscurité totale de l'espace. Autour de vous, il n'y a rien, absolument rien. Pas de son, pas de sensation, juste le vide infini du cosmos. Et soudain, au loin, vous apercevez un point lumineux, un simple photon qui voyage à travers l'univers depuis des millions d'années. Ce petit messager de lumière porte en lui un secret extraordinaire. Un secret qui détermine non seulement comment l'univers fonctionne, mais aussi comment il va mourir. Ce soir, nous allons entreprendre ensemble un voyage extraordinaire à travers le temps et l'espace. Nous allons découvrir pourquoi un simple nombre, une constante apparemment anodine, détient les clés du destin ultime de tout ce qui existe. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un seul nombre contrôle absolument tout dans notre univers? Pas les équations compliquées que vous imaginez, pas les formules mystérieuses des physiciens, mais un simple nombre. 299 792 458 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière. Et ce nombre n'est pas approximatif. Il est exact, parfaitement, absolument, irréfutablement exact. Pourquoi cette précision? Pourquoi pas 299 792 459? La réponse à cette question nous emmène dans les profondeurs les plus mystérieuses de la physique. Laissez-moi vous poser une question troublante. En ce moment même, pendant que vous écoutez ma voix, Et la lumière des étoiles que vous pourriez voir par votre fenêtre a quitté ces étoiles il y a des années, parfois des siècles, parfois des millénaires. La lumière de l'étoile polaire, cette étoile qui guide les navigateurs depuis des millénaires, a quitté sa source il y a environ 430 ans. Quand cette lumière a commencé son voyage, Shakespeare écrivait ses premières pièces. Galilée pointait son télescope vers le ciel pour la première fois. Et cette lumière voyageait déjà vers nous, portant son message silencieux à travers le vide cosmique. Mais voici ce qui est encore plus extraordinaire. Il existe dans notre univers des galaxies dont la lumière a quitté sa source avant même que la Terre n'existe. Des photons qui ont commencé leur voyage vers nous, alors que notre système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. Ces messagers lumineux portent l'histoire de l'univers jeune, un univers que nous ne pouvons observer qu'à travers cette lumière ancienne. C'est comme recevoir une lettre écrite il y a des milliards d'années, une lettre qui nous raconte ce qu'était le cosmos quand il était encore dans son enfance. Et maintenant, préparez-vous à quelque chose de vraiment déstabilisant. Il existe des régions de l'univers que nous ne verrons jamais. Jamais. Peu importe combien de temps l'humanité survit, peu importe quelle technologie nous développons, il y a des parties du cosmos qui nous sont à jamais interdites. Pourquoi? À cause de ce nombre, à cause de la vitesse de la lumière. L'univers s'étend si rapidement que certaines régions s'éloignent de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. Ces régions sont perdues pour nous. Enfermés derrière un horizon cosmique infranchissable. Nous sommes, en quelque sorte, prisonniers dans notre propre bulle cosmique, une prison faite de lumière et de vitesse. Si vous appréciez ce voyage à travers les mystères du cosmos, prenez un moment pour vous installer confortablement. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations nocturnes de l'univers. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Croyez-vous que l'humanité trouvera un jour un moyen de dépasser cette limite cosmique? Ou sommes-nous destinés à rester pour toujours confinés dans notre petit coin d'univers?
Vos réflexions m'intéressent profondément. Commençons notre voyage par le commencement. Qu'est-ce que la lumière, vraiment? Cette question, qui semble si simple, a hanté l'humanité pendant des millénaires. Les anciens Grecs, ces premiers philosophes qui ont osé questionner la nature de la réalité, avaient des théories fascinantes sur la lumière. Empédocle, un penseur du 5e siècle avant notre ère, croyait que nos yeux émettaient des rayons qui touchaient les objets et nous permettaient de les voir. Imaginez cela. Il pensait que la vision était un acte actif, que nous projetions quelque chose hors de nous pour percevoir le monde. Platon, le célèbre philosophe, avait une théorie encore plus élaborée. Il croyait que la vision résultait de la fusion de 3 types de feux différents. Le feu intérieur de l'œil, le feu du soleil et le feu émis par les objets eux-mêmes. Quand ces 3 feux se rencontraient, la vision devenait possible. C'est poétique, n'est-ce pas? Cette idée que voir est un acte de communion entre notre feu intérieur et le feu du monde. C'est bien sûr, nous savons maintenant que cette théorie était incorrecte, mais elle témoigne de l'émerveillement que la lumière a toujours suscité chez les êtres humains. Aristote, l'élève de Platon, avait une approche différente. Il rejetait l'idée que nos yeux émettaient quoi que ce soit. Pour lui, la lumière était une qualité de l'air, une transformation instantanée du milieu transparent entre l'objet et l'œil. Il croyait que la lumière se déplaçait instantanément, sans aucun délai. Cette idée de l'instantanéité de la lumière allait dominer la pensée occidentale pendant près de 2000 ans. Après tout, quand nous allumons une lampe, la pièce semble s'illuminer instantanément. Comment pourrait-il y avoir un délai? Les penseurs arabes du Moyen Âge ont fait avancer notre compréhension de manière significative. Ibn al-Haytham, connu en Occident sous le nom d'Al-Hazen, a écrit au XIe siècle un traité révolutionnaire sur l'optique. Il a démontré de manière convaincante que la lumière entre dans nos yeux plutôt que d'en sortir. Il a étudié les miroirs, les lentilles, la réfraction. Ses travaux ont posé les bases de l'optique moderne et ont influencé des générations de scientifiques européens pendant la Renaissance. Mais la question de la vitesse de la lumière restait sans réponse. La lumière voyage-t-elle instantanément, comme le croyait Aristote? Ou a-t-elle une vitesse finie, aussi incroyablement grande soit-elle? Cette question allait obséder les scientifiques pendant des siècles. Et la réponse, quand elle viendrait enfin, allait changer notre compréhension de l'univers d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le premier à tenter sérieusement de mesurer la vitesse de la lumière fut Galilée, le père de la science moderne. En 1638, il proposa une expérience ingénieuse. 2 personnes se tiendraient sur des collines séparées par une grande distance, chacune avec une lanterne couverte. La première personne découvrirait sa lanterne, et dès que la seconde verrait la lumière, elle découvrirait la sienne à son tour. Galilée espérait mesurer le délai entre le moment où il découvrait sa propre lanterne et le moment où il voyait la lumière de l'autre. Malheureusement, l'expérience fut un échec. La lumière voyage si vite que le délai était indétectable avec les méthodes de l'époque. Galilée conclut simplement que si la lumière n'était pas instantanée, elle était du moins extraordinairement rapide. Et la première mesure réussie de la vitesse de la lumière vint d'une source inattendue. En 1676, un astronome danois nommé Ole Rømer observait les lunes de Jupiter. Il remarqua quelque chose d'étrange. Les éclipses de Io, l'une des lunes de Jupiter,
ne se produisaient pas au moment prévu. Parfois, elles étaient en avance, parfois en retard, selon la position de la Terre par rapport à Jupiter. Rømer eut une intuition brillante. Ces variations n'étaient pas dues à des irrégularités dans le mouvement d'Io. Elles étaient dues au temps que la lumière mettait pour voyager de Jupiter jusqu'à la Terre. Quand la Terre était plus proche de Jupiter, la lumière arrivait plus tôt. Quand elle était plus loin, la lumière mettait plus de temps à nous atteindre. Cette découverte fut un choc pour la communauté scientifique. La lumière avait une vitesse finie. Elle ne voyageait pas instantanément. Rømer estima cette vitesse à environ 214 000 km par seconde. Ce n'était pas parfaitement exact, mais c'était remarquablement proche de la valeur réelle, compte tenu des instruments de l'époque. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité avait une mesure concrète de la vitesse de la lumière. Et cette mesure révélait quelque chose de stupéfiant. La lumière était incroyablement, incompréhensiblement rapide. Mais pas infiniment rapide. Pendant les siècles suivants, les scientifiques affinèrent cette mesure. En 1849, le physicien français Hippolyte Fizeau réalisa la première mesure terrestre de la vitesse de la lumière. Il utilisa une roue dentée tournante et un miroir placé à plusieurs kilomètres de distance. En ajustant la vitesse de rotation de la roue, il pouvait bloquer ou laisser passer la lumière réfléchie. Sa mesure donna environ 315 000 km par seconde. Plus tard, Léon Foucault améliora cette méthode en utilisant un miroir tournant, obtenant une valeur encore plus précise. Mais pendant que les physiciens mesuraient la vitesse de la lumière avec une précision croissante, une autre question les tourmentait. Quelle est la nature de la lumière? Est-ce une particule ou une onde? Cette question allait diviser les plus grands esprits scientifiques pendant des siècles et mener à l'une des plus grandes révolutions de la physique. Isaac Newton, le génie qui avait découvert les lois de la gravitation, croyait fermement que la lumière était composée de minuscules particules qu'il appelait corpuscules. Cette théorie expliquait bien comment la lumière voyage en ligne droite, comment elle se réfléchit sur les miroirs, comment elle peut être séparée en couleurs par un prisme. Newton était si respecté que sa théorie corpusculaire domina la physique pendant plus d'un siècle. Qui oserait contredire le grand Newton? Mais il y avait des phénomènes que la théorie corpusculaire avait du mal à expliquer. Le physicien néerlandais Christian Huygens proposait une théorie alternative. Pour lui, la lumière était une onde, similaire aux vagues sur l'eau ou aux ondes sonores dans l'air. Cette théorie ondulatoire expliquait mieux certains phénomènes comme la diffraction, ce phénomène par lequel la lumière semble se courber légèrement autour des obstacles. Et la bataille entre ces deux théories fut tranchée de manière spectaculaire en 1801 par un jeune médecin anglais du nom de Thomas Young. Son expérience, connue aujourd'hui sous le nom d'expérience des deux fentes, est l'une des plus belles et des plus importantes de l'histoire de la physique. Young fit passer de la lumière à travers deux fentes étroites et parallèles. Si la lumière était composée de particules, on s'attendrait à voir deux bandes lumineuses sur l'écran de l'autre côté, correspondant aux deux fentes. Mais ce n'est pas ce que Young observa. Au lieu de cela, il vit un motif de bandes alternées lumineuses et sombres. Ce motif ne pouvait s'expliquer que si la lumière était une onde. Les ondes passant par les deux fentes interféraient entre elles, se renforçant à certains endroits et s'annulant à d'autres.
Et cette expérience semblait trancher définitivement le débat en faveur de la théorie ondulatoire. La lumière était une onde. Mais cette conclusion soulevait immédiatement une nouvelle question troublante. Une onde a besoin d'un milieu pour se propager. Les vagues sur l'eau ont besoin d'eau. Les ondes sonores ont besoin d'air ou d'un autre matériau. Dans quel milieu la lumière se propage-t-elle? Comment peut-elle traverser le vide de l'espace, là où il n'y a apparemment rien? Les physiciens du XIXe siècle inventèrent une réponse à cette question. Ils postulèrent l'existence d'une substance invisible et omniprésente qu'ils appelèrent l'éther luminifère. Cet éther remplirait tout l'espace, pénétrerait toute matière et servirait de milieu de propagation pour les ondes lumineuses. C'était une hypothèse élégante qui sauvait la théorie ondulatoire. Mais elle posait ses propres problèmes. L'éther devait avoir des propriétés contradictoires. Il devait être assez rigide pour transmettre des ondes à la vitesse de la lumière, mais assez ténu pour ne pas affecter le mouvement des planètes. Les physiciens cherchèrent pendant des décennies des preuves de l'existence de cet éther mystérieux. L'expérience qui allait tout changer fut réalisée en 1887 par deux physiciens américains, Albert Michelson et Edward Morley. Leur raisonnement était simple et élégant. Si l'éther existe et si la Terre se déplace à travers lui, en orbite autour du Soleil, alors la vitesse de la lumière devrait varier légèrement selon qu'elle voyage dans la direction du mouvement de la Terre ou perpendiculairement à celle-ci. Oh, c'est comme nager dans une rivière. Vous nagez plus vite avec le courant qu'à contre-courant. Michelson avait inventé un instrument extraordinairement précis, l'interféromètre, capable de détecter ces minuscules différences de vitesse. L'expérience fut répétée maintes et maintes fois, avec une précision croissante. Et le résultat fut toujours le même. Rien. Aucune différence détectable. La vitesse de la lumière était exactement la même dans toutes les directions, peu importe comment la Terre se déplaçait. C'était comme si l'éther n'existait pas, ou comme si la Terre était mystérieusement immobile par rapport à lui, ce qui était absurde. Cette expérience, souvent appelée l'expérience ratée la plus célèbre de l'histoire, plongea la physique dans une crise profonde. Comment expliquer ce résultat? Oh, certains physiciens proposèrent des hypothèses de plus en plus compliquées pour sauver l'éther. Peut-être que la Terre entraînait l'éther avec elle. Peut-être que les instruments se contractaient de manière à masquer l'effet. Ces explications semblaient forcées et artificielles. La solution allait venir d'un jeune employé d'un bureau des brevets en Suisse. Un homme qui n'avait pas de poste académique, qui travaillait sur la physique pendant son temps libre et qui allait révolutionner notre compréhension de l'univers. Son nom était Albert Einstein. Einstein avait une capacité extraordinaire pour les expériences de pensée. Il aimait s'imaginer dans des situations impossibles et suivre la logique jusqu'au bout. Une question le hantait depuis son adolescence. Que verrait-on si l'on pouvait chevaucher un rayon de lumière? Et si l'on voyageait à la vitesse de la lumière, que se passerait-il? Selon la physique classique, on verrait la lumière figée dans l'espace, comme une vague immobile. Mais cette image semblait absurde à Einstein. Les équations de l'électromagnétisme de Maxwell ne permettaient pas une onde lumineuse stationnaire. En 1905, Einstein publia un article qui allait changer le monde. Il s'intitulait modestement « De l'électrodynamique des corps en mouvement ». Dans cet article, Einstein faisait quelque chose de radical. Au lieu d'essayer de sauver l'éther ou d'expliquer l'échec de l'expérience
de Michelson-Morley, il acceptait simplement le résultat expérimental comme un fait fondamental de la nature. La vitesse de la lumière était la même pour tous les observateurs, peu importe leur mouvement. Point final. Cette acceptation apparemment simple avait des conséquences stupéfiantes. Einstein l'érigea en postulat, un principe fondamental sur lequel construire une nouvelle physique. Son autre postulat était que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme. Ces deux principes, pris ensemble, formaient la base de ce qu'il appelait la théorie de la relativité restreinte. Laissez-moi vous montrer pourquoi ces postulats sont si révolutionnaires. Imaginez deux astronautes. Alice est dans une fusée qui voyage à grande vitesse. Bob est resté sur Terre. Alice allume une lampe de poche et mesure la vitesse de la lumière qui en sort. Elle obtient exactement 299 792 458 mètres par seconde. Maintenant, Bob, depuis la Terre, on observe la même lumière. On pourrait s'attendre à ce qu'il mesure une vitesse différente, la vitesse de la lumière plus ou moins la vitesse de la fusée d'Alice. Mais non, Bob mesure exactement la même vitesse. 299 792 458 mètres par seconde. Exactement. Comment est-ce possible? Comment la lumière peut-elle avoir la même vitesse pour deux observateurs qui se déplacent l'un par rapport à l'autre? C'est comme si vous jetiez une balle depuis un train en marche et que quelqu'un sur le quai mesurait la même vitesse que vous. C'est complètement contraire à notre intuition quotidienne. La réponse d'Einstein fut extraordinaire. Si la vitesse de la lumière est constante, alors quelque chose d'autre doit varier pour que les équations fonctionnent. Et ce quelque chose d'autre, ce sont le temps et l'espace eux-mêmes. Le temps s'écoule différemment pour des observateurs en mouvement relatif. L'espace se contracte. Ces effets, appelés dilatation du temps et contraction des longueurs, sont réels. Ils ont été mesurés et confirmés des milliers de fois. Permettez-moi de vous expliquer la dilatation du temps avec une expérience de pensée simple. Imaginez une horloge très spéciale, une horloge à lumière. Cette horloge fonctionne en faisant rebondir un photon entre deux miroirs parallèles. Chaque fois que le photon fait un aller-retour, l'horloge fait un tic. C'est une horloge parfaite, car elle utilise la constance de la vitesse de la lumière. Maintenant, imaginons cette horloge dans un vaisseau spatial qui passe devant vous à grande vitesse. Depuis votre point de vue, le photon ne voyage pas simplement de haut en bas. Il doit aussi se déplacer horizontalement pour suivre le mouvement du vaisseau. Son trajet forme un zigzag diagonal. Mais la vitesse de la lumière est constante. Si le photon doit parcourir une distance plus longue entre les deux miroirs, alors il lui faut plus de temps pour faire un aller-retour. L'horloge en mouvement semble battre plus lentement que votre horloge immobile. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un problème avec l'horloge. Le temps lui-même s'écoule plus lentement pour l'observateur en mouvement. Si vous pouviez voir l'astronaute dans le vaisseau, vous le verriez bouger au ralenti. Son cœur battrait plus lentement. Ses pensées ralentiraient. Pour lui, tout semblerait normal. Mais pour vous, il serait figé dans un temps qui s'écoule plus lentement. Mais laissez-moi vous donner un exemple concret de cet effet. Les satellites du système GPS qui orbitent autour de la Terre se déplacent à environ 14 000 km/h. À cette vitesse, leurs horloges atomiques
perdent environ 7 microsecondes par jour à cause de la dilatation du temps due à leur vitesse. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour créer des erreurs de positionnement de plusieurs kilomètres si on ne le corrige pas. Chaque jour, les ingénieurs du GPS doivent ajuster les horloges des satellites pour tenir compte de cet effet relativiste. Votre téléphone utilise la théorie de la relativité d'Einstein chaque fois que vous ouvrez une application de navigation. Il y a aussi un autre effet relativiste que les satellites GPS doivent prendre en compte. Nous en parlerons plus tard. Car il vient de la relativité générale, la théorie de la gravitation d'Einstein. Pour l'instant, concentrons-nous sur la relativité restreinte et ses conséquences pour la vitesse de la lumière. Un autre effet fascinant de la relativité est la contraction des longueurs. Un objet en mouvement se contracte dans la direction de son mouvement. Si vous pouviez voir un vaisseau spatial passer devant vous à 90% de la vitesse de la lumière, il vous semblerait plus court qu'au repos. Pas écrasé ou déformé de manière étrange, juste comprimé dans la direction du voyage. Pour les passagers du vaisseau, tout semblerait normal. C'est seulement de votre point de vue extérieur que le vaisseau serait contracté. Cette contraction est réelle, mais elle est symétrique. Pour les passagers du vaisseau, c'est vous et la Terre qui êtes contractés. Chaque observateur voit l'autre contracté. Cela semble paradoxal, mais c'est parfaitement cohérent quand on prend en compte la relativité de la simultanéité. Deux événements qui sont simultanés pour un observateur ne le sont pas nécessairement pour un autre observateur en mouvement. Le paradoxe des jumeaux est peut-être l'illustration la plus célèbre de ces effets relativistes. Imaginez deux jumeaux, Anna et Bernard. Anna reste sur Terre, tandis que Bernard part pour un voyage interstellaire à une vitesse proche de celle de la lumière. Bernard voyage pendant ce qui lui semble être quelques années, puis fait demi-tour et revient sur Terre. Quand il arrive, il découvre que sa sœur Anna a vieilli de plusieurs décennies pendant son absence. Le temps a littéralement passé plus lentement pour Bernard. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité physique confirmée par d'innombrables expériences. Des muons cosmiques, ces particules créées dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques, illustrent parfaitement cet effet. Les muons ont une durée de vie très courte, environ 2 microsecondes. À cette durée de vie, ils ne devraient pas pouvoir atteindre la surface de la Terre depuis la haute atmosphère. La distance est trop grande. Mais les muons voyagent si vite à près de 99% de la vitesse de la lumière que le temps se dilate pour eux. Du point de vue des muons, leur voyage vers la Terre ne dure qu'une fraction de leur durée de vie. Du point de vue de la Terre, les muons vivent plus longtemps que prévu. Les deux perspectives sont correctes. Et les muons atteignent la surface de la Terre, confirmant la dilatation du temps. Et maintenant, nous arrivons à peut-être la conséquence la plus célèbre de la relativité restreinte. L'équation E égale mc². Cette petite équation, 5 symboles seulement, cache une vérité profonde sur la nature de la réalité. L'énergie et la masse sont équivalentes. Elles sont deux faces de la même médaille, convertibles l'une en l'autre selon ce facteur c au carré. Pensez à ce que cela signifie. La vitesse de la lumière au carré est un nombre absolument gigantesque, environ 90 millions de milliards de mètres carrés par seconde carrée. Cela signifie qu'une toute petite quantité de masse contient une quantité phénoménale d'énergie. 1 kilogramme de matière entièrement convertie en énergie
Elle libérerait environ 90 millions de milliards de joules. C'est l'énergie d'une bombe nucléaire majeure. C'est pourquoi les réactions nucléaires sont si puissantes. Elles convertissent une infime fraction de masse en une quantité énorme d'énergie. Mais E égale mc² nous dit aussi autre chose de crucial pour comprendre la limite de la vitesse de la lumière. Quand un objet accélère, son énergie cinétique augmente. Mais cette énergie ajoute aussi à sa masse selon l'équivalence masse-énergie. Plus un objet va vite, plus il devient massif. Plus il est massif, plus il faut d'énergie pour l'accélérer davantage. À mesure qu'un objet approche de la vitesse de la lumière, sa masse augmente vers l'infini. Il faudrait une énergie infinie pour atteindre exactement la vitesse de la lumière. C'est impossible. Oui, la vitesse de la lumière est une limite infranchissable pour tout objet ayant une masse. Seules les particules sans masse peuvent voyager à la vitesse de la lumière. Les photons, les particules de lumière, n'ont pas de masse au repos. Ils voyagent toujours exactement à la vitesse de la lumière. Ils ne peuvent ni accélérer ni ralentir dans le vide. Dès leur création, ils filent à travers l'espace à cette vitesse cosmique universelle. Les gravitons, les hypothétiques particules porteuses de la gravité, seraient également sans masse et voyageraient à la vitesse de la lumière. Et c'est là un point crucial que beaucoup de gens ne réalisent pas. La vitesse de la lumière n'est pas vraiment la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la causalité, c'est la vitesse maximale à laquelle n'importe quelle information ou influence peut se propager dans l'univers. La lumière voyage à cette vitesse parce que les photons sont sans masse, pas l'inverse. Si les photons avaient une masse, aussi infime soit-elle, ils voyageraient plus lentement. Mais la limite cosmique resterait la même. C'est pourquoi les ondes gravitationnelles, ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps prédites par Einstein et détectées pour la première fois en 2015, voyagent exactement à la vitesse de la lumière. La gravité ne se propage pas instantanément. Si le Soleil disparaissait soudainement, nous ne le saurions pas pendant 8 minutes. Pendant ces 8 minutes, nous continuerions à orbiter autour d'un Soleil qui n'existe plus, et parce que l'information de sa disparition ne nous aurait pas encore atteints. La lumière et la gravité nous atteindraient au même moment, nous informant simultanément que notre étoile a disparu. Cette idée de la vitesse, de la causalité, est profondément liée à la structure même de l'espace-temps. Einstein a montré que l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées. Ils forment un continuum à 4 dimensions que nous appelons l'espace-temps. La vitesse de la lumière est le facteur de conversion entre les dimensions spatiales et la dimension temporelle. Elle nous dit combien de distance spatiale équivaut à une certaine durée temporelle. Pour visualiser cela, les physiciens utilisent souvent des diagrammes d'espace-temps, parfois appelés diagrammes de Minkowski, d'après le mathématicien Hermann Minkowski qui les a développés. Dans ces diagrammes, l'espace est représenté horizontalement et le temps verticalement. La trajectoire d'un objet à travers l'espace-temps forme une ligne appelée ligne d'univers. La vitesse de la lumière définit un angle particulier sur ce diagramme, un cône qu'on appelle le cône de lumière. Le cône de lumière d'un événement contient tous les autres événements qui peuvent influencer cet événement ou être influencés par lui. Tout ce qui est à l'intérieur du cône de lumière passé peut avoir causé l'événement. Tout ce qui est à l'intérieur du cône de lumière futur peut être causé par l'événement.
mais tout ce qui est à l'extérieur du cône de lumière est causalement déconnecté. Aucune information, aucune influence ne peut voyager entre ces événements. Ils sont, dans un sens profond, dans des univers séparés. Et c'est là que la vitesse de la lumière révèle son rôle le plus fondamental. Elle n'est pas seulement une limite de vitesse. Elle est la gardienne de la causalité. Elle s'assure que les causes précèdent toujours les effets. Elle empêche les paradoxes temporels. Sans cette limite, l'univers serait un chaos incohérent où les effets pourraient précéder leurs causes, où l'information pourrait remonter le temps, où la logique même s'effondrerait. Mais d'où vient ce nombre précis? Pourquoi exactement 299 792 458 mètres par seconde? Cette question nous emmène dans les profondeurs de l'électromagnétisme et aux fondations même de la physique. Au milieu du XIXe siècle, Height, un physicien écossais du nom de James Clerk Maxwell, accomplit l'une des plus grandes synthèses de l'histoire de la science. Il unifia l'électricité et le magnétisme en une seule théorie cohérente. Ces 4 équations, connues aujourd'hui sous le nom d'équations de Maxwell, décrivent comment les champs électriques et magnétiques interagissent et se propagent. Quand Maxwell résolut ces équations pour trouver la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques, il obtint une formule remarquable. La vitesse de la lumière, c, est égale à 1 divisé par la racine carrée du produit de 2 constantes. La permittivité électrique du vide et la perméabilité magnétique du vide. Ces 2 constantes décrivent comment le vide répond aux champs électriques et magnétiques. Elles sont mesurables expérimentalement, et quand on les combine selon la formule de Maxwell, on obtient exactement la vitesse de la lumière. Ce résultat était stupéfiant. Maxwell avait prédit l'existence d'ondes électromagnétiques voyageant à une vitesse qu'il pouvait calculer. Et cette vitesse correspondait exactement à la vitesse de la lumière mesurée expérimentalement. La conclusion était inévitable. La lumière est une onde électromagnétique. Les couleurs de l'arc-en-ciel, les ondes radio, les rayons X, les rayons gamma sont tous des manifestations du même phénomène électromagnétique, différents seulement par leur fréquence et leur longueur d'onde. Mais cela ne répond pas vraiment à notre question. Pourquoi la permittivité et la perméabilité du vide ont-elles ces valeurs particulières? Pourquoi le vide a-t-il ces propriétés? Nous avons simplement déplacé la question d'un niveau. En fait, la situation est encore plus profonde que cela. Aujourd'hui, la vitesse de la lumière n'est plus une quantité mesurée. Elle est définie exactement. En 1983, la Conférence générale des poids et mesures a redéfini le mètre en termes de la vitesse de la lumière. Le mètre est maintenant défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en un 299 792 458 millièmes de seconde. Cela signifie que la vitesse de la lumière est exactement 299 792 458 mètres par seconde par définition. Cette redéfinition reflète une compréhension profonde. Or, la vitesse de la lumière est plus fondamentale que nos unités de mesure. Elle est une constante de la nature, immuable et universelle. Nos unités doivent s'adapter à elle, pas l'inverse. Certains physiciens vont plus loin et suggèrent que la vraie valeur de la vitesse de la lumière est simplement 1. Dans les unités naturelles utilisées par les physiciens théoriciens,
où c égale 1, l'espace et le temps sont mesurés dans les mêmes unités. Le nombre que nous citons habituellement n'est qu'un artefact de notre choix arbitraire d'unité de mesure. C'est comme mesurer la distance en centimètres et le temps en heures, puis se demander pourquoi la vitesse est un nombre si étrange. Mais même si nous acceptons que c égale 1 dans un système d'unité fondamentale, la question persiste. Mike, pourquoi l'univers est-il structuré de telle sorte qu'il existe une vitesse maximale de causalité? Pourquoi n'est-ce pas infini? La réponse à ces questions nous emmène peut-être au-delà de ce que la physique peut dire. Peut-être touchons-nous aux limites de ce qui peut être expliqué. Ce qui est certain, c'est que si la vitesse de la lumière était différente, l'univers serait radicalement différent. Les physiciens ont étudié ce qui se passerait si les constantes fondamentales de la nature variaient, même légèrement. Les résultats sont fascinants et un peu effrayants. Si la vitesse de la lumière était significativement plus élevée, les liaisons entre les atomes seraient plus faibles. La chimie, telle que nous la connaissons, serait impossible. Les molécules complexes ne pourraient pas se former. La vie serait impossible. Ah, et si la vitesse de la lumière était beaucoup plus basse, les étoiles ne pourraient-ils pas brûler de manière stable? L'univers serait un endroit froid et mort. Les constantes de la nature semblent être finement réglées pour permettre l'existence de la complexité, de la chimie, de la vie. Cette observation a conduit certains penseurs à formuler ce qu'on appelle le principe anthropique. L'univers doit avoir des propriétés compatibles avec l'existence d'observateurs conscients, car si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas là pour l'observer. C'est une tautologie à certains égards, mais elle soulève des questions profondes. Pourquoi l'univers a-t-il ses propriétés particulières? Est-ce un hasard cosmique? Y a-t-il une multitude d'univers avec différentes constantes et nous nous trouvons simplement dans l'un de ceux qui permet la vie? Ou y a-t-il une raison plus profonde que nous ne comprenons pas encore? Ces questions nous emmènent au-delà de la physique pure, vers la philosophie et peut-être même la métaphysique. Mais revenons sur un terrain plus solide et explorons comment la vitesse de la lumière façonne notre compréhension de l'univers à grande échelle. En 1929, un astronome américain du nom d'Edwin Hubble fit une découverte qui allait changer notre vision du cosmos. En observant des galaxies lointaines, il remarqua que leur lumière était décalée vers le rouge. Ce décalage vers le rouge est similaire à l'effet Doppler pour le son. Quand une ambulance s'éloigne de vous, le son de sa sirène devient plus grave. De même, quand une galaxie s'éloigne de nous, sa lumière devient plus rouge. Mais ce que Hubble découvrit était encore plus remarquable. Non, les galaxies les plus éloignées avaient les décalages vers le rouge les plus importants. Elles s'éloignaient plus vite. Il y avait une relation linéaire entre la distance d'une galaxie et sa vitesse de récession. Cette relation, connue aujourd'hui sous le nom de loi de Hubble, impliquait quelque chose de stupéfiant. L'univers est en expansion. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension du cosmos. Si l'univers s'étend aujourd'hui, alors il était plus petit dans le passé. En remontant le temps suffisamment loin, tout l'univers devait être concentré en un seul point incroyablement dense et chaud. C'est ce que nous appelons le Big Bang. L'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années dans une explosion d'énergie inimaginable et il s'étend depuis lors. La lumière
joue un rôle crucial dans notre compréhension de cette histoire cosmique. Quand nous regardons des galaxies lointaines, nous regardons dans le passé. La lumière de ces galaxies a mis des millions ou des milliards d'années pour nous atteindre. Nous les voyons telles qu'elles étaient il y a longtemps, pas telles qu'elles sont maintenant. Le télescope est une machine à remonter le temps. Le fond diffus cosmologique est peut-être l'exemple le plus spectaculaire de ce voyage dans le temps lumineux. C'est un rayonnement micro-ondes qui nous arrive de toutes les directions du ciel. Ce rayonnement est la lumière la plus ancienne de l'univers. Elle a été émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers était devenu assez froid pour que les atomes se forment et que la lumière puisse voyager librement. Et avant cela, l'univers était si chaud et dense que les photons ne pouvaient pas voyager loin sans être absorbés ou diffusés. Ce fond diffus cosmologique est comme une photo de bébé de l'univers. Il nous montre à quoi ressemblait le cosmos quand il n'avait que 380 000 ans, une infime fraction de son âge actuel. Les minuscules variations de température dans ce rayonnement nous racontent l'histoire des premiers instants de l'univers et contiennent les graines des galaxies et des structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui. Mais voici quelque chose de troublant. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Comment est-ce possible si l'univers n'a que 13,8 milliards d'années? La lumière n'a-t-elle pas eu seulement 13,8 milliards d'années pour voyager? La réponse réside dans l'expansion de l'univers. Pendant que la lumière voyage vers nous, l'espace lui-même s'étire. Une galaxie qui était beaucoup plus proche de nous quand elle a émis sa lumière est maintenant beaucoup plus loin. La lumière que nous recevons aujourd'hui a été émise il y a des milliards d'années par des galaxies qui étaient alors relativement proches. Mais pendant que cette lumière voyageait vers nous, l'espace s'est étiré, éloignant ces galaxies. C'est comme si vous marchiez sur un tapis roulant géant qui s'étire constamment. Vous faites des pas vers votre destination, mais le sol sous vos pieds s'éloigne aussi. Le voyage prend beaucoup plus de temps que prévu. Et quand vous regardez derrière vous, votre point de départ est beaucoup plus loin que la distance que vous avez effectivement parcourue. Cette expansion de l'espace crée un phénomène fascinant et quelque peu troublant. À des distances suffisamment grandes, l'espace s'étire plus vite que la lumière ne peut voyager. Cela ne viole pas la relativité, car rien ne se déplace à travers l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace lui-même qui s'étire. Les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace à des vitesses superluminiques. Elles sont simplement portées par l'expansion de l'espace. Mais les conséquences sont profondes. Il existe une distance appelée l'horizon cosmique ou la sphère de Hubble, au-delà de laquelle les galaxies s'éloignent de nous plus vite que la lumière. La lumière émise par ces galaxies ne nous atteindra jamais. Alors elle est comme quelqu'un qui nage contre un courant trop fort. Elle fait des progrès vers nous, mais le courant de l'expansion spatiale l'emporte. Ces régions de l'univers sont à jamais au-delà de notre portée. Et cela empire. À cause de l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998 et récompensée par le prix Nobel en 2011, notre horizon cosmique rétrécit. Des galaxies qui sont actuellement dans notre univers observable finiront par passer au-delà de l'horizon. Leur lumière deviendra de plus en plus décalée vers le rouge
jusqu'à ce qu'elles disparaissent de notre vue. L'univers que nous pouvons observer devient de plus en plus petit, de plus en plus isolé, de plus en plus solitaire. L'accélération de l'expansion est causée par quelque chose que les physiciens appellent l'énergie sombre. C'est l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. L'énergie sombre constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Mais nous ne savons presque rien de ce qu'elle est réellement. Elle pourrait être la constante cosmologique d'Einstein, une énergie inhérente à l'espace vide lui-même. Elle pourrait être un champ quantique d'un nouveau type. Ou elle pourrait être quelque chose d'encore plus exotique que nous n'avons pas encore imaginé. Ce que nous savons, c'est que l'énergie sombre pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Et c'est là que la vitesse de la lumière commence à déterminer le destin ultime du cosmos. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les cosmologistes débattaient de 3 scénarios possibles pour la fin de l'univers. Ces scénarios dépendaient de la densité totale de l'univers et de la force relative de la gravité par rapport à l'expansion. Le premier scénario était le Big Crunch. Si l'univers contenait suffisamment de matière, la gravité finirait par arrêter l'expansion, puis la renverser. L'univers commencerait à se contracter, s'effondrant sur lui-même. Les galaxies se rapprocheraient. La température augmenterait. Finalement, tout serait écrasé ensemble dans une singularité, un Big Bang inversé. Certains physiciens spéculaient que cela pourrait déclencher un nouveau Big Bang, créant un univers cyclique qui alterne entre expansion et contraction pour l'éternité. Le deuxième scénario était le Big Freeze, parfois appelé la mort thermique. Et si l'univers ne contenait pas assez de matière pour arrêter l'expansion, il continuerait à s'étendre pour toujours. Mais l'expansion ralentirait progressivement sous l'effet de la gravité. Dans ce scénario, les étoiles finiraient par épuiser leur carburant nucléaire. Les galaxies deviendraient sombres. La température de l'univers approcherait du zéro absolu. L'entropie atteindrait son maximum. Ce serait une fin longue, froide et silencieuse. Le troisième scénario était l'équilibre critique. Si la densité de l'univers était exactement à la valeur critique, l'expansion ralentirait indéfiniment sans jamais s'arrêter ni s'accélérer. L'univers serait en équilibre parfait entre la gravité et l'expansion. La découverte de l'énergie sombre et de l'accélération de l'expansion a changé ce tableau. L'univers ne se dirige apparemment ni vers un Big Crunch, ni vers un simple Big Freeze. L'expansion s'accélère. Cela suggère une fin encore plus étrange et peut-être plus troublante. Si l'énergie sombre reste constante au fil du temps, comme le suggèrent les observations actuelles, l'univers se dirige vers ce que les cosmologistes appellent le Big Freeze accéléré. C'est similaire au Big Freeze classique, mais avec une expansion qui ne ralentit jamais. Les galaxies qui ne sont pas liées à nous gravitationnellement finiront par disparaître au-delà de notre horizon cosmique. Dans un avenir très lointain, notre groupe local de galaxies, dominé par la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, sera tout ce qui reste dans notre univers observable. Mais il y a un scénario encore plus dramatique si l'énergie sombre n'est pas constante, mais augmente avec le temps. C'est ce qu'on appelle le Big Rip. Dans ce scénario, l'expansion s'accélère de plus en plus violemment. D'abord, les galaxies sont arrachées les unes aux autres. Puis les étoiles sont arrachées de leurs galaxies. Les planètes sont arrachées de leurs étoiles.
Les atomes eux-mêmes sont déchirés. Finalement, l'espace-temps lui-même se déchire. L'univers serait littéralement mis en pièces. Le Big Rip est un scénario extrême et les observations actuelles ne suggèrent pas que nous nous dirigeons vers cette fin. L'énergie sombre semble être relativement constante. Mais nous ne comprenons pas assez l'énergie sombre pour exclure cette possibilité avec certitude. Examinons maintenant le scénario le plus probable. Le Big Freeze accéléré, et voyons comment la vitesse de la lumière détermine le déroulement de cette fin cosmique. Dans un avenir relativement proche, cosmologiquement parlant, dans environ 4,5 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Les deux galaxies spirales fusionneront en une galaxie elliptique géante que certains astronomes appellent déjà Milkomeda. Ce sera un spectacle cosmique extraordinaire, bien que les chances de collision stellaire réelle soient faibles, car les étoiles sont si éloignées les unes des autres. Pendant ce temps, le Soleil continuera sa propre évolution. Dans environ 5 milliards d'années, il épuisera l'hydrogène dans son cœur. Il gonflera en une géante rouge, engloutissant peut-être les orbites de Mercure et Vénus et possiblement la Terre. Puis, il rejettera ses couches extérieures et deviendra une naine blanche, un cadavre stellaire dense qui se refroidira lentement pendant des milliards d'années. Mais ces événements sont des détails locaux dans le tableau cosmique plus large. Ce qui est vraiment significatif, c'est ce qui arrive aux grandes échelles, aux galaxies et au-delà. À mesure que l'univers s'étend et s'accélère, les galaxies lointaines s'éloignent de plus en plus vite. Leur lumière devient de plus en plus décalée vers le rouge. Elles s'assombrissent et finissent par disparaître de notre vue. Dans environ 100 milliards d'années, toutes les galaxies en dehors de notre groupe local auront disparu au-delà de notre horizon cosmique. Imaginez une civilisation qui naîtrait dans cet univers lointain. Ils regarderaient le ciel et ne verraient que leur propre galaxie, Milkomeda. Tout le reste serait un vide noir et vide. Ils n'auraient aucune preuve que l'univers s'étend. Aucune preuve du Big Bang. Le fond diffus cosmologique serait si étiré qu'il serait indétectable. Cette civilisation pourrait développer une physique sophistiquée, mais leur cosmologie serait radicalement différente de la nôtre. Ils pourraient croire que leur galaxie est tout l'univers, un îlot de lumière dans un océan infini de néant. C'est une pensée troublante. La connaissance cosmique est transitoire. Nous vivons à une époque particulière de l'histoire de l'univers où nous pouvons encore voir les preuves du Big Bang et de l'expansion cosmique. Dans le futur lointain, ces preuves seront effacées par l'expansion elle-même. La vitesse de la lumière, en limitant ce que nous pouvons observer, crée des horizons de connaissances qui changent avec le temps. Continuons notre voyage vers le futur. Les étoiles ne brûlent pas éternellement. Chaque étoile finit par épuiser son carburant nucléaire. Les étoiles massives explosent en supernova et laissent derrière elles des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Les étoiles de masse moyenne, comme notre Soleil, deviennent des naines blanches. Les étoiles les plus petites, les naines rouges, brûlent si lentement qu'elles peuvent durer des trillions d'années. Mais même, elles finissent par s'éteindre. Dans environ 100 trillions d'années, la dernière étoile de l'univers aura brûlé son dernier atome de combustible. L'ère stellaire sera terminée. L'univers entrera dans ce que les cosmologistes appellent l'ère dégénérée.
Non, les seuls objets brillants seront les naines blanches, en refroidissement, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Mais même ces objets rayonnent de l'énergie et se refroidissent progressivement. Les naines blanches et les étoiles à neutrons se refroidiront jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des cendres froides, des naines noires. Ce processus prendra des trillions de trillions d'années. Pendant ce temps, les galaxies elles-mêmes se dissoudront. Les interactions gravitationnelles entre les étoiles, au sein des galaxies, finiront par éjecter la plupart des étoiles dans le vide intergalactique, tandis que d'autres tomberont vers le centre et seront engloutis par les trous noirs supermassifs qui résident au cœur de chaque grande galaxie. Et les trous noirs ne sont pas éternels non plus. Stephen Hawking a montré en 1974 que les trous noirs émettent un rayonnement très faible, maintenant appelé rayonnement de Hawking. Ce rayonnement est si ténu qu'il est pratiquement indétectable pour les trous noirs de taille stellaire ou supermassive. Mais il signifie que les trous noirs perdent lentement de la masse et de l'énergie. Sur des échelles de temps inimaginablement longues, ils finiront par s'évaporer complètement. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait environ 10 puissance 67 années à s'évaporer. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, qui peuvent avoir des masses de milliards de soleils, mettraient encore plus longtemps. Le dernier trou noir supermassif de l'univers pourrait ne pas s'évaporer avant environ 10 puissance 100 années. Non, c'est un suivi de 100 zéros d'années. C'est un nombre si grand qu'il défie toute compréhension humaine. Une fois que les trous noirs se seront évaporés, l'univers entrera dans ce que les physiciens appellent l'ère de l'obscurité éternelle. Il ne restera que des particules élémentaires dispersées dans un espace en expansion continue. Des électrons, des positrons, des neutrinos, errant dans un vide qui devient de plus en plus froid, de plus en plus dilué. La température de l'univers approchera asymptotiquement du zéro absolu, sans jamais tout à fait l'atteindre. C'est la mort thermique de l'univers. L'entropie aura atteint son maximum. Aucune énergie utilisable ne restera nulle part. Aucune structure complexe ne pourra exister. Aucune vie, aucune pensée, aucune activité d'aucune sorte ne sera possible. L'univers sera un vide froid et sombre et sans fin. Et maintenant, comprenez-vous comment la vitesse de la lumière détermine ce destin? À chaque étape de cette fin cosmique, C joue un rôle crucial. La vitesse de la lumière détermine la taille de notre univers observable. Elle crée l'horizon cosmique qui nous sépare des régions inaccessibles. Elle établit la structure causale de l'espace-temps qui dicte quels événements peuvent influencer quels autres événements. Le rayonnement de Hawking des trous noirs, ce processus qui les fait finalement s'évaporer, dépend des fluctuations quantiques à l'horizon des événements, une frontière définie par la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est tissée dans le tissu même de l'espace-temps. Elle n'est pas un détail. Elle est fondamentale. Sans elle, ou avec une valeur différente, tout ce scénario cosmique serait radicalement différent. L'équilibre entre la gravité et l'expansion, le taux de refroidissement de l'univers, la formation des structures cosmiques, tout dépend de cette constante universelle. Mais laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous empêcher de dormir. Si la vitesse de la lumière est si fondamentale, pourrait-elle être différente dans d'autres univers? Cette question nous emmène vers l'une des idées les plus spéculatives
et les plus fascinantes de la physique moderne, le multivers. L'idée du multivers propose que notre univers pourrait n'être qu'un parmi un nombre potentiellement infini d'univers. Ces autres univers pourraient avoir des constantes physiques différentes, y compris une vitesse de la lumière différente. Et certains de ces univers pourraient être hostiles à la complexité et à la vie. D'autres pourraient être encore plus favorables que le nôtre. Nous nous trouvons simplement dans l'un de ceux qui permet l'existence d'observateurs pour poser la question. Le multivers est une idée séduisante, mais elle soulève des questions difficiles. Comment pourrions-nous jamais tester ou observer d'autres univers? S'ils sont causalement déconnectés du nôtre, par définition au-delà de notre horizon de lumière, ils sont à jamais inaccessibles à l'observation scientifique. Le multivers est-il alors une idée scientifique ou une spéculation philosophique? Certains physiciens soutiennent que le multivers est une conséquence logique de certaines théories bien établies, comme l'inflation cosmique et la mécanique quantique. Ou d'autres sont plus sceptiques et considèrent que les affirmations non testables ne devraient pas faire partie de la science. Le débat continue. Ce qui est certain, c'est que dans notre univers, la vitesse de la lumière a la valeur qu'elle a. Et cette valeur a permis l'existence d'étoiles, de planètes, de chimie complexe et finalement de vie et de conscience. Nous sommes ici, à ce moment particulier de l'histoire cosmique, contemplant notre propre destin et celui de l'univers. Parlons maintenant d'une question qui fascine l'humanité depuis que nous avons compris la vastité du cosmos. Pouvons-nous battre la vitesse de la lumière? Y a-t-il des échappatoires, des raccourcis, des moyens de contourner cette limite cosmique? La réponse courte est que nous ne le savons pas avec certitude, mais les perspectives ne sont pas encourageantes. Et cependant, les physiciens ont exploré plusieurs possibilités théoriques qui valent la peine d'être examinées. La première possibilité est les trous de verre. Un trou de verre, parfois appelé pont d'Einstein-Rosen, serait un raccourci à travers l'espace-temps. Imaginez que vous pliez une feuille de papier en deux et que vous percez un trou à travers les deux couches. Une fourmi sur la feuille pourrait marcher le long de la surface ou passer par le trou pour atteindre l'autre côté beaucoup plus rapidement. Un trou de verre serait un tunnel similaire à travers l'espace-temps, reliant deux régions éloignées par un chemin beaucoup plus court. Les trous de verre sont une solution mathématiquement valide des équations de la relativité générale d'Einstein. Mais leur existence physique est hautement incertaine. Pour garder un trou de verre ouvert et traversable, il faudrait une forme exotique de matière avec une énergie négative. Une telle matière violerait plusieurs conditions énergétiques généralement considérées comme vraies. De plus, même si les trous de verre existaient, ils seraient probablement incroyablement instables, s'effondrant plus vite qu'un vaisseau ne pourrait les traverser. Le physicien Kip Thorne, rendu célèbre par son travail sur le film Interstellar, a étudié en détail les trous de verre traversables. Ses conclusions sont que, bien qu'il ne soit là pas strictement impossible selon la physique actuelle, les obstacles pratiques sont immenses. Nous n'avons aucune idée de comment créer un trou de verre, de comment le stabiliser, ou même si la matière exotique nécessaire peut exister. Puis une autre possibilité intrigante est le moteur à distorsion d'Alcubierre. En 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a proposé une solution aux équations d'Einstein qui permettrait un voyage effectivement plus rapide que la lumière.
L'idée est de créer une bulle de déformation dans l'espace-temps. L'espace devant le vaisseau se contracterait, tandis que l'espace derrière lui s'étirerait. Le vaisseau lui-même ne se déplacerait pas à travers l'espace, il serait simplement porté par la déformation de l'espace lui-même, comme un surfeur sur une vague. Cette idée est élégante parce qu'elle ne viole pas techniquement la limite de la vitesse de la lumière. Rien ne se déplace plus vite que la lumière à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui se déforme. C'est similaire à l'expansion de l'univers, qui peut éloigner des galaxies plus vite que la lumière sans violer la relativité. Malheureusement, le moteur d'Alcubierre a des problèmes encore plus graves que les trous de verre. Les calculs originaux montraient qu'il faudrait une quantité d'énergie négative équivalente à la masse de Jupiter pour créer une bulle de distorsion. Des travaux ultérieurs ont réduit cette estimation, mais elle reste astronomique. De plus, il y a des questions non résolues sur la stabilité de la bulle, sur la façon de la diriger et sur les effets destructeurs qu'elle pourrait avoir sur sa destination. L'intrication quantique est souvent citée comme une possibilité de communication plus rapide que la lumière. Quand deux particules sont intriquées quantiquement, la mesure de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein lui-même appelait cela une action fantomatique à distance et trouvait cela troublant. Cependant, l'intrication quantique ne peut pas être utilisée pour transmettre de l'information plus vite que la lumière. C'est ce qu'on appelle le théorème de non-communication. Vous pouvez mesurer les corrélations entre particules intriquées, mais vous ne pouvez pas contrôler ces corrélations pour envoyer un message. C'est une subtilité importante. L'intrication est réelle et fascinante, mais elle ne viole pas la limite de la vitesse de la lumière pour la transmission d'informations. Les tachyons sont une autre idée souvent mentionnée. Les tachyons seraient des particules hypothétiques qui voyagent toujours plus vite que la lumière. Selon les équations de la relativité, une particule avec une masse imaginaire au repos voyagerait naturellement à des vitesses superluminiques. Mais les tachyons posent de sérieux problèmes théoriques. Ils violeraient la causalité, permettant potentiellement d'envoyer des informations dans le passé et créant des paradoxes temporels. De plus, il n'y a aucune preuve expérimentale de l'existence des tachyons. La plupart des physiciens considèrent qu'ils n'existent probablement pas. Alors, sommes-nous condamnés à être emprisonnés par la vitesse de la lumière pour toujours? Peut-être, mais peut-être pas. L'histoire de la physique est pleine de surprises. Des phénomènes qui semblaient impossibles ont été découverts. Des limites qui semblaient absolues ont été contournées de manière inattendue. Et il est possible que la physique du 22e ou du 23e siècle découvre quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Mais même si nous ne pouvons pas battre la vitesse de la lumière, nous pouvons utiliser la relativité à notre avantage. La dilatation du temps, ce phénomène par lequel le temps ralentit pour les objets en mouvement rapide, offre une possibilité fascinante pour les voyages interstellaires. Imaginez un vaisseau spatial qui peut accélérer continuellement à une gravité, le niveau d'accélération auquel nous sommes habitués sur Terre. Avec cette accélération constante, le vaisseau atteindrait 99% de la vitesse de la lumière en environ 1 an de temps propre, le temps vécu par les passagers du vaisseau. Mais à cause de la dilatation du temps,
Or, le temps s'écoulerait beaucoup plus lentement pour les passagers que pour les observateurs restés sur Terre. Avec une telle propulsion continue, un équipage pourrait théoriquement atteindre la galaxie d'Andromède à 2,5 millions d'années-lumière de distance en environ 28 ans de temps propre. Bien sûr, des millions d'années se seraient écoulées sur Terre. Les voyageurs arriveraient dans un futur inimaginablement lointain. Ils ne pourraient jamais revenir à leur propre époque. C'est un voyage à sens unique dans le temps. De tels voyages sont théoriquement possibles selon la physique actuelle, mais les défis pratiques sont immenses. L'énergie nécessaire pour accélérer un vaisseau à de telles vitesses est colossale. Si la protection contre les rayonnements cosmiques et les micrométéorites à ces vitesses serait un cauchemar d'ingénierie. Le ralentissement à destination poserait les mêmes problèmes que l'accélération. Et la solitude psychologique d'un tel voyage, sachant que tout ce que vous avez connu n'existera plus quand vous arriverez, serait un fardeau terrible. Pourtant, rêver de tels voyages fait partie de ce qui nous rend humains. Nous sommes une espèce exploratrice, curieuse, qui cherche toujours à repousser les frontières. La vitesse de la lumière est une barrière, mais elle n'éteint pas notre soif de connaissance et d'aventure. Revenons maintenant à notre réflexion sur le destin cosmique. Nous avons vu comment l'univers va mourir, comment il se dirige vers un état de froid, d'obscurité et de vide éternel. C'est une perspective qui peut sembler déprimante, voire terrifiante. Mais je voudrais vous proposer une autre manière de voir les choses. L'univers est temporaire. Tout ce qui existe aura une fin. Mais cela ne diminue pas la beauté et la valeur de ce qui existe maintenant. Un feu de camp n'est pas moins beau parce qu'il va s'éteindre. Un coucher de soleil n'est pas moins magnifique parce qu'il ne dure qu'un instant. Peut-être même que leur caractère éphémère les rend plus précieux. Nous vivons à une époque extraordinaire de l'histoire cosmique. L'ère stellaire, cette période où les étoiles brillent et où la complexité est possible, ne durera qu'une minuscule fraction de l'existence totale de l'univers. Quelques centaines de trillions d'années sur une durée de 10 puissance 100 années ou plus. C'est comme un flash d'1 millionième de seconde dans une journée de 24 heures. Et pourtant, c'est dans ce flash infinitésimal que toute la richesse de l'univers se manifeste. Les galaxies, les planètes, la vie, la conscience, l'amour, l'art, la musique, la science. Nous sommes l'univers devenu conscient de lui-même. Des atomes forgés dans les cœurs d'étoiles mortes, il y a des milliards d'années, se sont assemblés pour former des êtres capables de contempler les étoiles et de se demander d'où ils viennent. C'est un miracle cosmique. Peu importe ce qui se passe dans 100 trillions d'années, ce miracle est réel. Il se produit en ce moment même. La vitesse de la lumière, cette constante qui détermine le destin de l'univers, nous relie aussi à tout ce qui existe. La lumière des étoiles lointaines qui entre dans nos yeux établit une connexion à travers l'espace et le temps. Nous voyons le passé chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel nocturne. La lumière qui a quitté des galaxies il y a des milliards d'années termine son voyage en touchant notre rétine. Nous sommes les destinataires de ces anciens messages lumineux. Et quand nous regardons le cosmos nous regarde aussi, d'une certaine manière. La lumière que nous émettons, la chaleur de nos corps, les signaux radios de notre civilisation, tout cela voyage vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Dans des millions d'années, une civilisation lointaine pourrait capter nos premières émissions télévisées et savoir
que nous avons existé. Nous laissons une empreinte lumineuse dans l'univers. Ah, il y a quelque chose de profondément réconfortant dans la constance de la vitesse de la lumière. Dans un univers qui change, qui s'étend, qui se refroidit, cette valeur reste fixe, immuable, éternelle. C'est une ancre de stabilité dans le chaos cosmique. Peu importe ce qui se passe, la lumière voyage toujours à la même vitesse. Les règles fondamentales de l'univers ne changent pas. Certains philosophes et scientifiques ont vu dans cette constance une sorte de beauté mathématique. L'univers n'est pas arbitraire. Il suit des lois précises, élégantes, que nous pouvons découvrir et comprendre. La vitesse de la lumière n'est pas un accident. Elle émerge des propriétés fondamentales de l'espace-temps. Elle est tissée dans la structure même de la réalité. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre la nature profonde de la lumière et de sa vitesse. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers est né dans le Big Bang. Dans les premiers instants, il était si chaud et dense que les photons ne pouvaient pas voyager librement. Ils étaient constamment absorbés et réémis par le plasma brûlant qui remplissait tout l'espace. L'univers était opaque, comme un brouillard impénétrable. Puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les noyaux atomiques pour former des atomes neutres. Soudain, les photons étaient libres. Ils pouvaient voyager à travers l'espace sans être absorbés. C'est ce qu'on appelle la recombinaison. Est l'un des événements les plus importants de l'histoire cosmique. Les photons qui ont été libérés ce jour-là voyagent toujours. Ils ont traversé l'univers pendant des milliards d'années, leur longueur d'onde s'étirant avec l'expansion de l'espace. Ce qui était autrefois une lumière visible orangée est maintenant un rayonnement micro-ondes. C'est le fond diffus cosmologique que nous avons mentionné plus tôt. Chaque point du ciel émet ce rayonnement. Il nous entoure de toutes parts. Quand les scientifiques pointent leur télescope vers ce rayonnement, ils voient littéralement la première lumière de l'univers. Ces photons ont voyagé pendant 13,8 milliards d'années pour atteindre nos détecteurs. Ils portent l'information de ce qu'était l'univers quand il était incroyablement jeune. Quand il n'y avait pas encore d'étoiles ni de galaxies, seulement un plasma chaud et les graines des structures qui allaient se former. C'est la magie de la lumière et de sa vitesse finie. Le passé est accessible. Nous pouvons le voir, l'étudier, l'analyser. Le cosmos est un livre ouvert, et chaque photon est une lettre de ce livre. Plus nous regardons loin, plus nous lisons des pages anciennes. Mais il y a aussi une limite à notre lecture. Avant la recombinaison, l'univers était opaque. Aucune lumière de cette époque ne peut nous atteindre. Et avant le Big Bang, il n'y a pas d'avant le Big Bang, du moins pas dans un sens que nous puissions comprendre. Le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. Demander ce qui existait avant est comme demander ce qui est au nord du pôle Nord. La vitesse de la lumière crée un horizon non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il y a des régions de l'univers que nous ne pouvons pas voir parce qu'elles sont trop loin. Il y a des époques de l'histoire cosmique que nous ne pouvons pas observer parce que l'univers était opaque. Nous sommes des créatures limitées, confinées dans notre petit coin d'espace-temps, essayant de comprendre l'infini avec des outils finis. Et pourtant, malgré ces limitations, nous avons appris des choses extraordinaires.
Nous connaissons l'âge de l'univers. Nous connaissons sa composition. Nous comprenons comment les étoiles naissent, vivent et meurent. Nous avons découvert des planètes autour d'autres étoiles. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps. Et nous avons photographié des trous noirs. Nous avons envoyé des sondes aux confins du système solaire. La vitesse de la lumière nous limite, mais elle ne nous arrête pas. Elle définit les règles du jeu cosmique et nous jouons ce jeu avec passion et ingéniosité. Réfléchissons un instant à ce que signifie vivre dans un univers où la vitesse de la lumière est finie. Cela signifie que l'information prend du temps à voyager. Cela signifie que la causalité est locale. Un événement ici ne peut pas affecter instantanément quelque chose là-bas. Il y a toujours un délai, même s'il est minuscule à l'échelle humaine. Cette localité de la causalité est ce qui rend le monde compréhensible. Imaginez un univers où les effets pourraient précéder les causes, où l'information pourrait voyager instantanément à travers n'importe quelle distance. Un tel univers serait chaotique, imprévisible, peut-être même incompréhensible. La logique elle-même pourrait s'effondrer. La vitesse de la lumière protège l'ordre de l'univers. Elle s'assure que le temps a un sens, que les événements peuvent être ordonnés du passé vers le futur, que les causes peuvent être distinguées des effets. Sans cette limite, la physique telle que nous la connaissons serait impossible. Il y a une beauté dans cette contrainte. L'univers n'est pas un chaos anarchique. Il suit des règles. Ces règles sont subtiles et profondes, mais elles sont là. La vitesse de la lumière est l'une des règles les plus fondamentales, peut-être la plus fondamentale de toutes. Permettez-moi maintenant de vous emmener dans une réflexion plus philosophique. Que signifie le destin de l'univers pour nous? Êtres humains éphémères, vivant sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des milliards. Certains trouvent la mort thermique de l'univers déprimante. Tout ce que nous construisons, tout ce que nous créons, tout ce que nous aimons sera finalement effacé. Dans le futur très lointain, il ne restera aucune trace de l'humanité, de la Terre, du Soleil, de la Voie lactée. Même les trous noirs auront disparu. Tout sera égalisé dans l'entropie maximale. Mais d'autres trouvent une certaine paix dans cette perspective. L'univers n'est pas éternel, et nous non plus. Nous partageons cette condition avec tout ce qui existe. Les étoiles les plus brillantes mourront. Les galaxies les plus majestueuses se dissoudront. Nous sommes tous dans le même bateau cosmique. Et peut-être que l'impermanence est ce qui donne du sens. Si tout était éternel, rien n'aurait d'urgence. Rien n'aurait de valeur particulière. C'est parce que notre temps est limité que nous pouvons le chérir. C'est parce que l'univers va mourir que sa beauté actuelle est si précieuse. L'astronome Carl Sagan, l'un des plus grands communicateurs de la science du XXe siècle, a souvent médité sur notre place dans le cosmos. Il a décrit la Terre comme un pâle point bleu, une motte de poussière suspendue dans un rayon de soleil. Sur ce point minuscule, toute l'histoire humaine s'est déroulée. Toutes nos guerres et nos amours, nos triomphes et nos tragédies, tout cela s'est passé sur ce petit monde. Cette perspective cosmique peut être humiliante, mais elle peut aussi être libératrice. Nos petits problèmes quotidiens semblent moins importants quand nous réalisons l'immensité de l'univers. Nos divisions semblent absurdes quand nous voyons que nous partageons tous la même petite planète fragile. Nous sommes une espèce, une famille cosmique
en voyage ensemble à travers l'univers. La vitesse de la lumière nous rappelle cette unité. La lumière qui illumine votre pièce est faite des mêmes photons que la lumière des étoiles les plus lointaines. Les lois de la physique qui gouvernent votre existence sont les mêmes que celles qui gouvernent les galaxies à des milliards d'années-lumière. Nous sommes faits de la même étoffe que le reste de l'univers. Nous sommes l'univers qui se contemple lui-même. Alors que vous vous détendez et que vous laissez ces idées flotter dans votre esprit, pensez à la lumière qui vous entoure. Les photons qui frappent vos yeux ont été créés quelque part. Peut-être dans une ampoule à quelques mètres de vous, peut-être dans le soleil à 8 minutes-lumière de distance, peut-être dans une étoile à des milliers d'années-lumière. Chaque photon a une histoire, un voyage, une origine. Et quand vous fermez les yeux, l'obscurité que vous voyez n'est pas un vide. C'est simplement l'absence de photons atteignant votre rétine. L'espace autour de vous est toujours rempli de lumière, traversé par des milliards de photons chaque seconde. Vous baignez dans un océan de lumière que vous ne voyez pas. Le fond diffus cosmologique, cette lumière ancienne du début de l'univers, traverse votre corps en ce moment même. Des photons vieux de 13,8 milliards d'années passent à travers vous comme des fantômes cosmiques. Vous êtes en contact permanent avec l'origine de tout. Vous pensez aussi à la lumière qui quitte votre corps. La chaleur de votre peau émet un rayonnement infrarouge. C'est de la lumière aussi, bien que vos yeux ne puissent pas la voir. Cette lumière voyage vers l'extérieur à 300 000 km par seconde. Dans 1 an, elle sera à 1 année-lumière de vous. Dans 1 million d'années, elle sera à 1 million d'années-lumière. Votre empreinte thermique se propage dans l'univers à la vitesse de la lumière. C'est une pensée étrange et merveilleuse. Nous laissons tous une trace lumineuse derrière nous. Chaque instant de notre existence est préservé dans les photons qui s'échappent vers l'infini. D'une certaine manière, nous sommes tous immortels, nos images voyageant pour toujours à travers le cosmos. Bien sûr, ces photons se diluent et se dispersent. Et l'information qu'ils portent devient de plus en plus faible, de plus en plus irrémédiablement mélangée au bruit cosmique. Mais techniquement, elle n'est jamais complètement détruite. Elle se transforme, se redistribue, mais elle existe toujours quelque part. Les physiciens débattent de cette question de la préservation de l'information. L'information peut-elle vraiment être détruite ou est-elle toujours conservée sous une forme ou une autre? Ce débat touche à des questions fondamentales sur la nature de la réalité, sur ce que signifie exister, sur ce qui reste quand tout semble avoir disparu. La vitesse de la lumière est au cœur de ce débat. Elle détermine comment l'information se propage, comment elle se dilue, comment elle interagit. Le destin de l'information est intimement lié au destin de l'univers. Et les deux sont façonnés par cette constante cosmique. Et laissez-moi vous offrir une dernière réflexion avant de conclure notre voyage. La vitesse de la lumière nous enseigne quelque chose de profond sur la patience et l'attente. Dans notre monde moderne, nous sommes habitués à l'instantanéité. Nous envoyons des messages qui arrivent en fractions de secondes. Nous accédons à l'information du monde entier en quelques clics. Nous sommes impatients, toujours pressés, toujours en demande de gratification immédiate. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. L'univers prend son temps. La lumière des étoiles voyage pendant des années, des siècles,
des millénaires pour nous atteindre. Les galaxies se forment sur des milliards d'années. L'évolution de la vie a pris des milliards d'années. Les plus grandes merveilles du cosmos sont le produit d'une patience infinie. La vitesse de la lumière nous rappelle que certaines choses ne peuvent pas être précipitées, que certains voyages prennent du temps, que l'attente fait partie de l'existence. Il y a une sagesse cosmique dans cette limite. Elle nous enseigne à apprécier le présent, car le passé est inaccessible et le futur n'est pas encore arrivé. Ce soir, alors que vous vous laissez bercer par ces idées, pensez à tous les photons qui voyagent en ce moment même à travers l'univers. Des photons émis par des quasars à des milliards d'années-lumière. Des photons qui portent des informations que nous ne recevrons pas avant des millions d'années. Des photons qui racontent de l'histoire de monde que nous ne connaîtrons jamais. Et pensez aussi aux photons qui partiront demain, quand le soleil se lèvera et illuminera la Terre une fois de plus. Ces photons voyageront à la vitesse de la lumière vers les étoiles. Ils porteront avec eux une image de notre monde, une image qui arrivera dans des systèmes stellaires lointains, longtemps après que nous aurons disparu. Nous sommes les gardiens temporaires de cette planète. Nous sommes les observateurs passagers de ce cosmos. Mais notre présence laisse une marque lumineuse qui continuera à voyager bien après nous. C'est peut-être la forme d'immortalité la plus réelle que nous puissions espérer. La vitesse de la lumière détermine le destin de l'univers. Elle façonne la structure de l'espace-temps. Elle limite ce que nous pouvons savoir et où nous pouvons aller. Elle garantit que les causes précèdent les effets et que le temps a un sens. Mais elle fait aussi quelque chose de plus subtil. Elle nous connecte à tout ce qui existe. La lumière est le messager universel. Elle porte les histoires des étoiles jusqu'à nos yeux. Elle transmet l'information à travers le vide. Elle tisse ensemble les fils de l'existence cosmique. Sans la lumière et sa vitesse finie, nous serions isolés, sans nouvelles du reste de l'univers. Nous ne saurions pas que d'autres étoiles existent. Nous ne verrions pas les galaxies. Nous ne connaîtrions pas notre place dans le cosmos. La vitesse de la lumière, en nous limitant, nous révèle aussi l'immensité et la beauté de tout ce qui nous entoure. Alors ce soir, alors que vous fermez les yeux et que vous vous laissez emporter par le sommeil, emportez avec vous cette pensée. Vous êtes fait d'atomes forgés dans des étoiles mortes. Et ces atomes ont été transportés à travers l'espace par des processus cosmiques. Et vous êtes maintenant ici, conscient, capable de contempler les étoiles qui ont créé les éléments de votre corps. La vitesse de la lumière a rendu tout cela possible. Elle a permis aux informations de voyager, aux structures de se former, à la complexité d'émerger. Elle a créé les conditions pour que la vie apparaisse et que la conscience se développe. Elle a fait de vous ce que vous êtes. Et quand l'univers finira par mourir, quand les dernières étoiles se seront éteintes et que les derniers trous noirs se seront évaporés, la vitesse de la lumière sera toujours là, inchangée, éternelle, même dans le vide final. Les quelques photons restants continueront à voyager à exactement 299 792 458 mètres par seconde. C'est peut-être la seule chose qui ne mourra jamais. La constante cosmique, la vitesse de la causalité, le rythme cardiaque de l'univers. Dormez bien, voyageurs cosmiques. Les étoiles veillent sur vous. La lumière vous enveloppe. Et quelque part, très loin, un photon qui a quitté une galaxie il y a des milliards d'années
termine son voyage en ce moment même, atteignant les bords de notre univers observable. Vous faites partie de cette histoire. Vous êtes un chapitre dans le grand livre cosmique. Et même si ce livre aura une fin, votre chapitre compte. Chaque instant de conscience est un miracle, et chaque pensée est une étoile qui brille brièvement avant de s'éteindre. La vitesse de la lumière détermine le destin de l'univers. Mais ce soir, elle vous offre aussi un cadeau. Elle vous offre la connaissance de votre place dans le cosmos. Elle vous offre la connexion avec les étoiles. Elle vous offre la perspective qui transforme la peur en émerveillement. Bonne nuit. Que vos rêves soient aussi vastes que l'univers et aussi lumineux que les étoiles qui l'habitent. End.